côté reconstruction mammaire, reconstructrice. après un cancer du sein. Vous êtes le docteur Vincent Dalmonego et vous êtes chirurgien plasticien de notre partenaire Aesio. Voilà. Je vous laisse la parole et puis je reviens dans 20 minutes. Ok, merci beaucoup. Comme l'a dit le présentateur, je suis le docteur Vincent Dalmonego, je suis chirurgien plasticien. Et alors, je vais commencer en faisant un point sur ce que c'est que la chirurgie plastique, parce que souvent les gens imaginent que chirurgie plastique égale chirurgie esthétique. En fait, la chirurgie plastique, c'est la chirurgie qui s'occupe d'un organe qui est la peau. C'est-à-dire que, quand la peau est altérée, quand on perd des zones de peau, quand il y a des trous, la survie de l'organisme est en danger. Donc, ce que fait la chirurgie plastique, c'est qu'elle s'occupe de tout ce qui est couverture cutanée, de refermer l'enveloppe cutanée quand elle est ouverte, quand il y a ce qu'on appelle une perte de substance, c'est-à-dire quand on a eu un accident avec une fracture et qu'on a l'os qui est exposé parce que ça a été embroché la peau a été embrochée par l'os et que du coup la peau a été abîmée, qu'il faut recouvrir la fracture sinon elle ne consolide pas. Les gens qui ont des cancers cutanés. Et puis aussi la peau dans le sens où quand on a beaucoup maigri, que du coup la peau a été beaucoup étirée et que elle a du mal, elle récupère pas en totalité et qu'il y a des excédents. Et donc c'est la gestion des excédents cutanés et aussi la gestion des manques cutanés. C'est-à-dire qu'en fait la peau c'est un capital, on considère qu'en moyenne la surface cutanée chez un individu c'est 1,73 m et le truc c'est qu'il faut, quand il y a des pertes de substances, il va falloir reconstituer avec ce qu'on a, qui peut être extensible et on en parlera dans les techniques de reconstruction. Donc voilà, la chirurgie plastique, c'est l'intitulé véritable, c'est chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, en chirurgie reconstructrice et en chirurgie plastique, on utilise les mêmes systèmes, les mêmes techniques. Et en fait, ce qui va se passer, ce qui est en jeu, c'est que ce qui joue, c'est la question de comment elle est vascularisée la peau. C'est ça qui va être conditionné, qui va conditionner tous les gestes, c'est-à-dire qu'en fait, le problème de la peau au niveau de l'organisme, c'est qu'à part au niveau de la main et au niveau du visage, ce qui explique qu'on saigne beaucoup quand on se blesse à ces endroits-là, c'est les seuls endroits du corps humain où on a des vaisseaux qui vont directement en direction de la peau. Tout le reste du corps humain, ce sont des vaisseaux qui vont d'abord irriguer les organes, en particulier les muscles, et après il y a des vaisseaux qui sortent, qui traversent les muscles et qui vont jusqu'à la peau, c'est ce qu'on appelle des perforantes. Et ça vascularise la peau, et quand on va décoller, quand on va découper en dessous, on va couper ces perforantes, et à ce moment-là, c'est la question de est-ce que la peau va survivre ou pas. Et c'est pour ça que, par exemple, on n'aime pas le tabac, parce que le tabac, ça vient altérer la quantité d'oxygène qu'on transporte, et ça vient resserrer les petits vaisseaux. Et donc, en fait, c'est tout ce qui va se jouer dans la reconstruction mammaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir il y a deux grands cas de figure. Il y a quand on fait de la chirurgie partielle, on retire qu'une tumeur, ce qu'on appelle une tumorectomie, c'est-à-dire qu'on retire un cancer glandulaire, mais un cancer du sein, mais que ça ne nécessite pas de retirer tout le sein. À ce moment-là, on va utiliser des techniques qu'on utilise pour refaire un sein, même quand on fait une réduction mammaire, des gestes qui sont des gestes du quotidien. L'autre problème, donc ça c'est pas vraiment un souci, l'autre problème c'est parce que généralement quand on retire qu'une lésion de la tumeur, qu'on ne retire pas la totalité du sein, il reste suffisamment de volume normalement, dans l'immense majorité des cas, pour refermer et adapter, et ça refait un sein avec une forme de sein. Le problème c'est quand on va faire ce qu'on appelle une mastectomie totale, c'est-à-dire quand on va retirer le sein. Et alors parfois, en fonction du geste qui est prévu et qui est nécessité par le cancer, on va retirer la totalité du sein et une partie de la peau. On peut retirer beaucoup de peau, on peut même retirer du muscle, parce que le problème, c'est que la glande mammaire est positionnée sur le muscle pectoral. Et du coup, si le cancer envahit, ou en tout cas est au contact du muscle, on peut être amené à retirer le muscle ou une partie, et à ce moment-là, on se retrouve avec quasiment de la peau sur les côtes. Et du coup, ce qui va être à gérer, c'est la question de est-ce qu'il manque de la peau ou pas. Et il va falloir recréer le volume et la forme. Parce que un sein, c'est une unité anatomique avec
une structure qui s'appelle le sillon mammaire, le volume, et une unité esthétique et fonctionnelle qui est l'aréole et le mamelon. Donc, à partir du moment où on a retiré la totalité du sein, de la glande mammaire, il y a deux options à l'heure actuelle. Soit on retire et on laisse toute la peau, on laisse l'étui cutané, soit on retire la glande mammaire et la peau, et à ce moment-là, on va avoir un sein l'image classique du sein qui est à reconstruire, où il y a un sein qui est tendu, d'un côté il y a un sein et de l'autre il n'y a plus rien du tout. Alors historiquement, donc, dans les deux cas, il va falloir amener du volume, parce que s'il reste que la peau, ou si on a retiré la peau et la glande mammaire, il faut ramener du volume, il faut habiter ce qu'on appelle l'étui cutané, c'est-à-dire cette enveloppe qui reste et puis qui est toute seule, ou alors il faut recréer un volume si on a tout retiré. La première technique qu'on a utilisée, c'est les implants mammaires. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon au départ pour recréer des volumes. Alors généralement, on va essayer de se fier à comment est l'autre sein. On va essayer d'évaluer quel est le volume. Et la première chose, c'est qu'on peut mettre directement un implant sous la peau. Ça, c'est la première technique de reconstruction. Une autre technique qui est apparue plus tard, qui est plus technologique, enfin technique, pas technologique, et qui a été développée par les chirurgiens plasticiens, parce que ce qui se passe, c'est que comme on avait besoin de prendre de la peau quelque part et pour l'amener ailleurs, on a étudié quels étaient les vaisseaux qui arrivaient jusqu'à la peau. Et du coup, on a découvert ce qu'on appelle des lambeaux, c'est-à-dire qu'il y a des zones qu'on peut inciser avec la peau, éventuellement une partie du muscle qui est dessous, et le vaisseau qui va apporter du sang à toute cette zone-là qu'on va pouvoir déplacer et qu'on va pouvoir amener dans la zone où il manque de la peau. Exemple, le lambeau le plus classique, c'est ce qu'on appelle le lambeau de grand dorsal. C'est-à-dire que le grand dorsal, c'est ce muscle-là, celui qui fait que les hommes sont taillés en V. Et normalement. Et du coup, ce grand dorsal, il a un vaisseau qui arrive, qui part du haut de l'aisselle et qui va redescendre comme ça et qui passe en dessous. Donc on peut, par exemple, prélever une partie du muscle, une partie de la peau. On va isoler l'artère et la veine qui arrivent jusqu'au muscle. Et ensuite, on va passer de l'autre côté, on va faire ce qu'on appelle un tunnel, parce qu'on va décoller la peau, et on va apporter la peau là où elle manque, avec le muscle, avec la graisse. Ça va dépendre un petit peu de la morphologie des patients. Donc ça, c'est la deuxième technique. On a eu les implants, on a les lambeaux. Alors la particularité des lambeaux, c'est que tant qu'ils restent accrochés, alors quand on ne les décroche pas, qu'on ne les sectionne pas, c'est ce qu'on appelle un lambeau dit pédiculé. C'est-à-dire qu'en gros, le vaisseau auquel est accroché le lambeau sert de corde et va faire un diamètre dans lequel le lambeau peut se déplacer. Donc si j'ai une artère qui fait à peu près ça ici, je vais pouvoir arriver à peu près jusque là. Et je vais l'amener ici. Par contre, actuellement, quelque chose qui se développe beaucoup, même si c'est plutôt une technique de deuxième intention, c'est ce qu'on appelle les lambeaux libres. C'est-à-dire que ce lambeau avec son artère et sa veine, si je les coupe, je peux aller les rebrancher ailleurs. À l'heure actuelle, ce qui a le vent en poupe, c'est une technique où en gros, on va prélever de la peau au niveau de l'abdomen, avec les vaisseaux par où passe le sang, et on va venir se rebrancher. On va monter, donc du coup, comme c'est chez la femme, en général, ça permet de retendre le ventre, donc elles sont contentes, ça fait d'une pierre deux coups. Et ça permet de venir se brancher sur une des artères qui apporte du sang au sein, qui est ce qu'on appelle l'artère mammaire. C'est une artère que les chirurgiens cardiaques utilisent également pour pouvoir faire des pontages. C'est-à-dire que cette artère mammaire, si on la détourne, si on la libère du sein et qu'on l'amène au niveau du cœur, on va pouvoir faire un pontage coronarien. Puisqu'on a une artère qui vient directement, qui est naturelle, et on va juste la mettre en dessous de là où c'est bloqué, comme ça, en suture, et comme ça on fait un détournement en quelque sorte. Donc si on prend ça, et puis qu'on coupe, on va pouvoir venir se brancher ailleurs. Là, cette mammaire interne, c'est celle qu'on va utiliser pour venir prendre la peau qui est ici. C'est un lambeau qui s'appelle DIEP. Il y a beaucoup de sigles. Et donc en prélevant ici, on se retrouve avec une cicatrice qui est basse.
et on va venir se brancher sur l'artère mammaire interne. C'est de la microchirurgie et c'est ce qui donne a priori les meilleurs résultats, mais c'est une technique qui est un peu lourde parce que prélever le lambeau, le suturer, c'est plusieurs heures d'intervention. Donc c'est pas toujours, c'est pas la plus fréquente comme technique de reconstruction. On va plutôt garder ça en deuxième main si on a des échecs sur des reconstructions ou des insuffisances. Donc on a les implants mammaires, on a les lambeaux pédiculés ou les lambeaux libres. Et puis il y a une troisième technique qui a fait une quatrième technique qui a fait son apparition, c'était il y a une vingtaine d'années à peu près. En gros, les innovations en chirurgie, c'est à peu près tous les 20 ans. Hein. Les grandes innovations, et c'est rarement tous les ans. Et donc là, c'était un chirurgien lyonnais qui s'appelle Emmanuel Delay, qui lui a amené au centre Léon Bérard une technique, ça c'est ce dont toutes les femmes rêvent, c'est on prend la graisse là où elle est et puis on vient la réinjecter au niveau du sein. Et en fait, c'est une greffe graisseuse où on va petit à petit, on va injecter, mais on ne peut pas injecter des volumes très importants parce que on est toujours dans la question de la vascularisation, donc de l'apport d'oxygène. Quand on va apporter un tissu, il faut qu'il soit oxygéné. Quand on va mettre de la graisse au niveau du sein, on va mettre un spaghetti qui fait à peu près 1 mm, c'est-à-dire qu'on va aspirer, on va faire comme une lipoaspiration. On va mettre la graisse dans un tube et puis on va progressivement laisser, ça va progressivement se séparer entre la graisse et le sang. On élimine le sang, on récupère la graisse. Et on va le mettre dans une seringue très fine avec une canule qui fait 1 mm de diamètre. Et donc, on va faire des espèces d'un peu comme l'inverse de la lipoaspiration. La lipoaspiration, on va aspirer en éventail comme ça. Et ben là, on va faire la même chose, mais c'est pour réinjecter de la graisse. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que on ne peut pas mettre toute la graisse qu'on veut parce que cette graisse, il faut qu'elle soit vascularisée, qu'elle prenne cette greffe graisseuse. Et que si on injecte trop de graisse, elle ne va pas prendre. En tout cas, pas la totalité, parce que plus il y a de pression, plus les vaisseaux sont comprimés, plus il y a de graisse qui va mourir. On considère que quand on injecte de la graisse, le volume qu'on va injecter, on va en perdre à peu près 30% dans les 3 premières semaines. Donc ça veut dire que quand on veut envisager un volume, il va falloir prendre le volume qu'on veut faire et l'amplifier de 50% pour savoir ce qu'on va devoir prélever, pour avoir à peu près ce qu'on veut. Et ça veut dire que si par exemple il n'y a pas beaucoup de peau, enfin il n'y a pas beaucoup d'épaisseur sous la peau, on ne va pas pouvoir injecter beaucoup parce que si on a une couche d'accueil qui est comme ça, on ne va pas pouvoir injecter tout ça, c'est juste pas possible. Donc souvent c'est une technique qui va nécessiter plusieurs temps d'intervention parce que au premier temps, si on injecte dans cette épaisseur, bah, ça va peut-être faire comme ça, mais du coup, ça veut dire que quelques mois plus tard, on a une épaisseur plus importante qui fait qu'on va pouvoir augmenter davantage. Et c'est un petit peu, je dirais pas que c'est exponentiel, mais à chaque fois, comme on a augmenté la couche, on va pouvoir injecter un petit peu plus. Et généralement, ça se fait plutôt en 2 à 3 temps. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au final, il n'y a pas de façon unique de reconstruire un sein. C'est-à-dire qu'on va piocher entre ces 4 techniques. Parce que ça va dépendre de chaque patiente, ça va dépendre de quelle a été l'amplitude du geste, ça va dépendre de quel est le volume à reconstruire, parce que par exemple, une patiente qui est en surpoids aura davantage de laxité cutanée qu'une patiente qui est plutôt mince. Et donc en fait, on va être amené à combiner des techniques où on va mettre un implant par exemple, et pour l'emballer, on peut mettre de la graisse autour. On peut prendre un lambeau qu'on va amener sur le côté ici, et ensuite on peut augmenter le volume, soit avec un implant, soit en mettant de la graisse. De la même façon, parfois, ce qu'on va faire, c'est que si on veut mettre un implant mais qu'on n'a pas encore la place et qu'on a une bonne qualité de peau, on va mettre ce qu'on appelle un expanseur, c'est-à-dire que c'est une prothèse, mais gonflable, qui va faire que, par exemple, on va créer une poche dans laquelle on va mettre la prothèse. Il y a un système sur la prothèse qui fait qu'on va pouvoir injecter dedans du sérum physiologique et qu'à ce moment-là, on va attendre que ça cicatrise. Et une fois que c'est cicatrisé, une fois par semaine, on va injecter dans la prothèse pour que petit à petit,
elle gonfle et que petit à petit, elle fasse une expansion cutanée. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on utilise aussi, c'est une technique qu'on utilise chez les enfants, ceux qui ont ce qu'on appelle des angiomes, c'est-à-dire des taches de vin ou des choses comme ça qui sont très étendues sur le corps. Une technique pour diminuer, voire supprimer, c'est qu'on va mettre des ballons sous la peau, qu'on va gonfler. Et en fait, c'est le principe et c'est le modèle, soit de la grossesse, soit de la prise de poids. C'est-à-dire que quand on grossit, d'une façon ou d'une autre, la peau va être étirée. Et si c'est étiré pendant un certain temps, la peau, c'est un organe vivant qui fait qu'elle va pouvoir s'adapter, elle va fabriquer des cellules et on va créer un excédent cutané qu'on va ensuite pouvoir utiliser. Donc, si on est un petit peu limite, on met un implant, si la peau est de bonne qualité. Alors, ce qui va jouer, c'est est-ce qu'il y a eu de la radiothérapie? Parce que souvent, le problème de la radiothérapie, c'est que c'est quelque chose qui brûle les vaisseaux. Donc, généralement, ça fait une peau qui est cicatricielle, qui est assez ce qu'on appelle scléreuse, c'est-à-dire que c'est rigide, c'est pas souple, on sent que ça a du mal à se recolorer. C'est pas, à ce moment-là, on va plutôt utiliser une technique où on va apporter de la peau, parce que c'est une peau qui va avoir du mal à se distendre et que une des complications qu'on n'aime pas quand on va mettre un implant, c'est qu'il y ait soit que la suture lâche, soit qu'il y ait ce qu'on appelle une nécrose cutanée, c'est-à-dire que s'il y a trop de tension ou le sang ne circule pas bien, la peau qui est abîmée peut noircir, mourir, et à ce moment-là, on se retrouve avec un trou, avec un implant en dessous, et du coup, ça peut s'infecter. Donc à ce moment-là, la solution, c'est on retire l'implant, on laisse cicatriser, et après, on voit autre chose. Donc en fait, il y a juste plusieurs techniques disponibles. Et après, c'est une question de programmation. Alors, il y a deux façons de faire à l'heure actuelle. Globalement, c'est à peu près 50-50. Il y a ce qu'on appelle la reconstruction mammaire immédiate. Souvent, c'est quand on a retiré le sein, mais qu'on a conservé la peau. Et on a tendance à remettre un implant tout de suite derrière. Et éventuellement, on peut rajouter... Alors, il y a différentes choses qu'on peut faire, mais il y a la reconstruction mammaire immédiate et il y a ce qu'on appelle la reconstruction mammaire différée. C'est-à-dire que, par exemple, on va tout retirer, le sein, la peau. On suture, parce qu'il va peut-être y avoir une radiothérapie. En plus, il y a au niveau des ganglions, ce genre de choses. Et du coup, c'est plutôt une reconstruction qui surviendra au bout de... les patientes reviennent plutôt au bout de 2 ans. À peu près. Hein. Pourquoi 2 ans? C'est parce qu'en réalité, je pense que ce qui se joue, c'est la question de la dimension psychologique. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une expression qui dit être bien dans sa peau. Et la chirurgie plastique, ça sert à ça. C'est la question d'être bien dans sa peau, au propre comme au figuré. Et de la même façon que... Enfin, à titre personnel, j'ai jamais vu une patiente qui venait pour être plus parfaite, parce qu'elle voulait. La plupart des patientes qui consultent en chirurgie plastique, je dirais la majorité, toutes quasiment, c'est des patientes et des patients parfois, mais c'est moins fréquent, qui se sentent mal dans leur corps. Et donc mal dans leur peau parce que la poitrine qui tombe, le ventre qui fait ce qu'on appelle un tablier abdominal. C'est des patientes qui, ça peut avoir un retentissement sur la sexualité, sur l'intimité, parce que c'est des patientes qui peuvent, comme elles sont complexées, elles vont avoir tendance à avoir des rapports sexuels dans l'obscurité. Elles ne veulent pas que leur mari touche cette zone. Donc, l'expression être bien dans sa peau, c'est vraiment ce qui se joue dans la question de la chirurgie plastique. Et donc, du coup, c'est la question du temps de la reconstruction mammaire. Une patiente qu'on ne reconstruira pas tout de suite. Le cancer, c'est un traumatisme. Hein. Quand on vous l'annonce, ça veut dire qu'au-dessus, il y a une épée de Damoclès. Est-ce que je vais mourir? Même s'il y a des statistiques, après, il y a l'analyse du cancer. Est-ce qu'il y a certains marqueurs, des machins, des trucs, ce qu'on découvre quand on a retiré la zone. Et du coup, personnellement, je considère que c'est un deuil à faire. Il y a la maladie, il y a son traitement, et il y a... on a passé le cap. Et à ce moment-là, on va davantage être dans une reconstruction, c'est-à-dire que la patiente qui a vraiment perdu quelque chose, quand elle va demander une reconstruction, elle va à nouveau gagner quelque chose. Alors que quand on va faire une reconstruction tout de suite, la patiente n'est pas vraiment confrontée à la question de la maladie. C'est quasiment une intervention.
Et ce travail de deuil est plus difficile à faire parce qu'on fait en sorte que c'est comme si les choses revenaient à la normale, entre guillemets, tout de suite, comme si on évitait de voir le problème. Oui, il y aura les cicatrices, mais donc c'est quelque chose qui, ça dépend des patientes, ça dépend aussi parfois des chirurgiens. Et donc, c'est quelque chose qui, globalement, se discute avant. C'est-à-dire que normalement, la reconstruction mammaire, c'est un truc qui se fait à 4 mains. C'est un partenariat entre les gynécologues et les chirurgiens plasticiens, discuter où est-ce qu'on va mettre les incisions, donc les cicatrices, quelle technique de reconstruction on va envisager. Et en fait, la raison pour laquelle ça se construit, ça se fait à 2 mains, enfin à 4 mains et à 2 personnes, c'est que idéalement, c'est mieux si celui qui va faire le geste cancérologique n'a pas à se poser la question de la reconstruction, quel que soit le cancer. Parce que si vous faites spontanément, c'est humain. Si vous avez tendance, si vous savez que vous devez retirer un cancer et que vous allez devoir reconstruire derrière et que ça se fait dans le même temps, c'est une intervention qui est longue. Vous pouvez avoir tendance à retenir un petit peu votre geste parce que vous savez que derrière, il va falloir reconstruire. Et c'est pour ça qu'idéalement, en cancérologie, quelle qu'elle soit, la cancérologie cutanée, au CHU, en maxillo, quand il retire une partie de mandibule, ce genre de choses, le chirurgien qui retire la mandibule, il retire la mandibule, et après, la chirurgie plastique va se faire, et c'est le rôle du plasticien de se débrouiller pour reconstruire. Et c'est pour ça qu'idéalement, une patiente à qui on fait un diagnostic de cancer du sein devrait, dans la foulée, voir un chirurgien plasticien pour qu'il lui explique ce qui peut être fait, quels sont les risques, les complications aussi, quelles sont les possibilités, les choses qui sont plus simples, les choses qui sont plus compliquées, les suites, parce que on fait un geste, ça se passe, c'est toujours OK quand on a fini. Mais le problème, c'est que les tissus cicatriciels et le phénomène cicatriciel, c'est quelque chose qui évolue globalement pendant environ 1 an. C'est-à-dire que vous vous coupez, vous vous faites opérer, on retire les fils ou les agrafes ou rien. La cicatrice, elle est OK. Mais ensuite, cette cicatrice, elle va avoir tendance à s'amplifier. Le phénomène cicatriciel, c'est quelque chose de vivant la cicatrice va gonfler, durcir, rougir. C'est au bout de 3 mois qu'on la voit le plus. Et ensuite, elle va progressivement blanchir, s'assouplir, dégonfler. Et globalement, ça prend à peu près 1 an. C'est pour ça que parfois, on a un résultat qui est très bien sur table. Et au bout d'1 an, on a des mauvaises surprises parce qu'il y a eu une rétraction, parce qu'il y a pu y avoir entre-temps une nécrose cutanée. En chirurgie plastique, il y a un adage qui dit que le temps est le meilleur allié du chirurgien plasticien et son critique le plus sévère. Parce que souvent, quand on finit un geste, le but, c'est pas que le geste soit nickel tout de suite. Le but, c'est que le geste soit nickel, le résultat soit satisfaisant à 1 an. Et on sait que les choses vont évoluer, que la peau va se distendre, que ça va travailler, que le phénomène cicatriciel, il va y avoir une phase de rétraction, qu'ensuite ça va se relâcher. Et donc du coup, ça veut dire que ça nécessite d'être humble et de prévenir les patientes que c'est pas parce qu'on a un résultat qui est bien tout de suite que ça va forcément persister dans la réaction cicatricielle. Ça peut provoquer des rétractions qui vont dégrader le résultat. Et ça, on n'a pas vraiment de critères qui nous disent là ça va se passer bien et puis là ça va se passer mal. Donc c'est quelque chose qui c'est toujours compliqué parce qu'il n'y a pas une bonne recette, c'est que chaque cas est différent et en général on va jongler avec plusieurs techniques chirurgicales différentes qui sont complémentaires, qui ne vont pas apporter la même chose et qui vont permettre idéalement d'arriver à un résultat satisfaisant pour la patiente. Le but, c'est pas que ce soit satisfaisant pour le chirurgien. Alors, si la patiente est satisfaite, le chirurgien aussi. Il peut arriver qu'on soit aussi plus exigeant que les patientes au niveau du résultat. Et donc voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un autre phénomène qui est la question du sein qui reste. Le sein qui est sain. Et la question de à quel moment est-ce qu'on le refait. Il peut arriver qu'on le refasse dans le même temps. Il peut arriver qu'on le fasse de façon décalée. Et ça peut être intéressant de le faire en premier parce que c'est celui-ci qui va servir de modèle au sein qu'on va reconstruire.
Donc c'est quelque chose qui est complexe. C'est important de discuter aussi avec les patientes parce que ce qui se passe, c'est que souvent les patientes en reconstruction, elles ont déjà eu des interventions, elles ont eu des traitements lourds et c'est quelque chose qui la reconstruction, ça vient fermer le chapitre maladie. Et souvent les patientes n'ont pas envie d'avoir trop d'interventions. Parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant, qu'elles ont envie de tourner la page en quelque sorte. Donc il faut réfléchir à tout ça et globalement, il vaut mieux aller du plus simple au plus compliqué. Tout le temps en chirurgie plastique, c'est-à-dire qu'il vaut mieux par exemple laisser cicatriser une plaie même si ça prend du temps plutôt que utiliser un lambeau qui pourrait être économisé parce que un lambeau, bah, ça veut dire qu'on va retirer, on peut amputer. Par exemple, quelqu'un avec qui on va prendre un grand dorsal, c'est quelqu'un qui par la suite ne pourra plus utiliser des béquilles ou utiliser un fauteuil roulant. On ne sait jamais de quoi la vie est faite parce que le grand dorsal, il sert entre autres à ça. Donc souvent, c'est un dialogue qui se fait. Il y a la stratégie qui se discute avec le gynécologue. Mais ce que la patiente attend, c'est important. Ce qu'elle est prête à tolérer ou pas. Et après, il y a la question de la cerise sur le gâteau, c'est celle de la reconstruction de l'aréole et du mamelon. Et parfois, une solution intéressante, quand les patientes sont au bout, qu'elles sont fatiguées, qu'elles veulent plus d'intervention, ça peut être le tatouage, ce qu'on appelle la dermopigmentation. Parce qu'actuellement, il y a des personnes qui font des tatouages d'aréoles qui sont en 3D, c'est quelque chose de très chouette. Ça peut être une bonne solution, parce que sinon, on va être obligé de prendre de la peau au niveau des grandes lèvres, parce que les grandes lèvres sont souvent un peu plus pigmentées que le reste de la peau, pour faire une greffe au niveau de l'aréole, enfin de la future aréole, de la nouvelle aréole. Et généralement, cette greffe-là, une greffe, ça prend rarement à 100%, ça prend jamais totalement. Il peut y avoir des périodes de cicatrisation parce qu'une partie a pris, une partie n'a pas pris. Et du coup, ça peut être une solution plus simple. Alors c'est plus onéreux parce que c'est des tatouages qui ne sont pas pris en charge par la Sécu. Mais ça peut être une façon de clore le chapitre de la reconstruction et que la patiente puisse recommencer à vivre sa vie. Après, il y a une autre donnée qui est à prendre en compte, c'est quelles sont les exigences de la patiente. C'est-à-dire, est-ce que c'est une patiente qui veut juste avoir une silhouette pour pouvoir s'habiller, ou est-ce que c'est une patiente qui veut à nouveau se mettre en maillot de bain? Et c'est plus le même niveau d'exigence aussi. Donc voilà, c'est quelque chose de compliqué. Il y a des techniques qui sont à notre disposition. Charge à nous, en discutant avec la patiente, de décider ce qui a priori peut être le mieux et d'expliquer à la patiente que, par exemple, ça peut nécessiter plusieurs temps opératoires, qu'on ne peut pas forcément tout faire en une seule fois. Et puis, alors, une patiente peut parfaitement vouloir une reconstruction mammaire immédiate, même si ça peut faire un résultat pas toujours aussi satisfaisant qu'une reconstruction plus tardive, mais ça peut être aussi un bon résultat. Et les patientes peuvent parfaitement ne pas être prêtes, enfin, ne pas vouloir se confronter à la maladie et vouloir que ça soit réglé tout de suite. Après, les évolutions et les perspectives, il y a la question de la chirurgie robotique. Mais alors la chirurgie robotique, c'est plus, pour l'instant, c'est pas un gain en termes de résultats, c'est plutôt un gain technologique qui fait que quand on va faire de la microchirurgie pour se rebrancher, par exemple, c'est quelque chose qui... on a une suture qui est plus stable parce que le robot, lui, il ne bouge pas. Quand on l'arrête là, il s'arrête là. La suture est plus régulière, c'est un gain en microchirurgie. Là, il y a eu en ce moment, il y a eu une première à Saint-Étienne, mais ça s'est déjà fait ailleurs, où il y a certains chirurgiens qui, en robotique, retirent le cancer du sein en gardant l'étui cutané, et dans le même temps vont mettre un implant mammaire, et tout ça en chirurgie robotique. L'avantage de la chirurgie robotique, c'est aussi de diminuer la rançon cicatricielle. Mais ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, c'est plus un petit peu de l'effet d'annonce, parce que mettre en place un protocole de chirurgie robotique, tout doit être stérile, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de long. Et la question, c'est quel est le bénéfice véritable par rapport à la lourdeur de la procédure
Et la cicatrice, pour l'instant, c'est pas forcément, parce qu'au bout d'un moment, les patientes, c'est pas la cicatrice qui leur pose un problème, c'est de vouloir être reconstruite, d'avoir à nouveau une silhouette. Et je dirais que la cicatrice, c'est plutôt un argument de vente, avoir une cicatrice courte. Mais pour l'instant, en procédure régulière comme ça et courante, la reconstruction en robotique, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire particulièrement. En tout cas, pas de façon courante. Donc voilà. Merci. Merci, Monsieur Delmonego, pour cette présentation plus que complète. Et on va passer à une autre... on a le temps pour quelques questions, ou si dans le public, il y a une ou deux questions, peut-être rapidement. Merci. Vous parliez tout à l'heure d'implant. Oui. La durée de vie d'un implant, c'est quand vous l'avez posé, vous ne l'enlevez plus, ou après il va falloir réêtre opérer pour pouvoir l'enlever? La durée de vie. C'est l'éternel, enfin c'est pas l'éternel, mais c'est la question régulière des patientes, parce que dans les médias, et régulièrement les patientes consultent aussi plusieurs chirurgiens, hein, parce que la chirurgie plastique, il y a aussi une question de feeling avec le chirurgien, et il y en a certains, ça va le faire, d'autres ça va pas le faire. Il y a la question des honoraires complémentaires. Que moi je pratique pas parce que je suis salarié, et c'est la raison pour laquelle je suis salarié, pour pas avoir à dealer avec la question des honoraires complémentaires. Et donc du coup il est dit, et c'est en fait, on peut considérer que c'est de l'obsolescence programmée, les fabricants disent que l'implant est garanti 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 10 ans en question, s'il y a un problème spontané sur l'implant, le fabricant va vous changer l'implant, et il va également payer une partie de l'hospitalisation, des honoraires d'anesthésie pour changer l'implant. C'est ça la garantie. C'est comme vous pour votre voiture. Mais comme je dis aux patientes, quand votre voiture elle est plus sous garantie, vous ne la changez pas. Et en fait, il n'y a pas d'usure de l'implant, parce que l'implant, ça ne frotte pas, il est immobilisé, il y a toute une membrane cicatricielle qui se crée autour, qui fait que l'implant ne bouge pas. Après, la seule chose qui va bouger, c'est la peau. J'ai déjà changé des implants qui avaient 30 ans. Bon, l'enveloppe n'était pas top, mais les implants étaient OK. Et changer les implants parce qu'ils sont garantis, et pourquoi pas. Mais globalement, il y a certains fabricants qui commencent à envisager des garanties à vie, c'est-à-dire que les implants sont de suffisamment bonne qualité pour que normalement ce soit pas un souci. Mais donc c'est juste le fait que c'est la garantie de l'implant, mais c'est pas parce que l'implant est garanti 10 ans que ça veut dire qu'au bout de 10 ans il est mort et qu'il faut le changer, quoi. C'est pas comme un pneu ou